Les maires de France ont été cette année, souvent malgré eux, au cœur de l'actualité. Leurs noms, connus localement, le sont devenus nationalement. Yannick Morez, maire de Saint-Brévin-les-Pins, dont les 2 véhicules et une partie de sa maison ont été incendiés. Vincent Jeanbrun, maire de L'Haÿ-les-Roses, lors des émeutes, une voiture bélier a été envoyée contre son domicile où se trouvaient son épouse et leurs 2 enfants de 5 et 7 ans. Des élus engagés pleinement pour leur commune et pris pour cible face au sentiment de découragement qui se propage chez nos maires. La ministre déléguée chargée des collectivités territoriale, Dominique Faure, évoque une évolution de l'indemnité de ces élus afin de la porter à la hauteur de leur engagement, une meilleure rémunération. Est-ce que cela suffira ? On se pose la question ce soir dans Ça fait débat avec mes 2 débatteurs. Émilie Zapalski, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes communicante politique et fondatrice de l'agence Émilie Conseil. Bonsoir Elliot Maman. Bonsoir. Vous êtes chroniqueur au Figaro, Figaro Vox et pour Marianne. Elliot Maman, l'idée du gouvernement de mieux rémunérer les maires en fonction de leur engagement est-elle bonne ? Oui, je crois que ça fait plus ou moins consensus. Néanmoins, l'interview de Dominique Faure hier dans la PQR est assez lunaire parce qu'elle indique vouloir revaloriser l'indemnisation des maires. Néanmoins, elle ne dit pas ni les conditions ni le montant de cette indemnisation. Donc, c'est une interview pour ne rien dire. En revanche, elle annonce de manière concrète l'organisation d'une convention nationale de la démocratie locale, c'est-à-dire finalement un énième débat faussement horizontal dont les macronistes ont le secret, qui, à mon avis, va faire perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent à des maires qui précisément auraient besoin de voir cet argent réinjecté dans leur mairie et dans leur indemnisation. Mais par ailleurs, je pense que le sujet de l'indemnisation fait consensus parce qu'à tous les échelons de la démocratie électorale française, on voit bien que la rémunération des responsables politiques n'est pas suffisante. Finalement, c'est également le cas chez les ministres. La HATVP, vous savez, publie toujours leur patrimoine. Donc on voit bien que quel que soit l'échelon dans la démocratie représentative française, chez les maires ou chez les ministres, s'engager en politique, prendre des fonctions représente un sacrifice économique. Et donc c'est en effet un sujet sur lequel il va falloir agir. Juste un dernier mot sur le sujet précis de la rémunération. Je rappelle que la moitié des 36 000 communes françaises sont des communes de moins de 500 habitants, c'est-à-dire que la rémunération de ces maires-là, donc de la moitié des maires de France, est inférieure au SMIC, c'est aux alentours de 1 000 euros. C'est 1026,51 € brut, selon, je nomme le barème relatif aux indemnités en fonction au 1er janvier 2022. Voilà, donc de fait, on ne peut pas vivre avec ça et on considère qu'un maire doit avoir d'autres fonctions en parallèle. Émilie Zapalski, nos élus doivent-ils être mieux rémunérés comme le propose le gouvernement ? Je pense que c'est intéressant que le gouvernement s'en occupe et on pourrait dire que ça aurait pu être fait un petit peu plus tôt, mais on sait que c'est un gouvernement, en tout cas jusqu'à maintenant ou jusqu'à il y a peu de temps, qui mettait de côté les corps intermédiaires, y compris les maires, les syndicats, on l'a vu, les maires également. Et là, il y a un petit peu un retournement de situation parce que crise après crise, on a vu que les maires étaient essentiels. C'est les politiques qui sont les plus appréciés par les Français et c'est eux qui subissent, comme vous l'avez dit, des violences, des critiques. Ils sont à portée de baffe, comme on dit. C'était Chirac, je crois, qui avait cette expression-là. Donc ils sont à la fois très aimés et à la fois très critiqués. Le gouvernement a bien conscience qu'il en a besoin, mais il a eu du mal, il me semble, à vraiment situer l'étendue des responsabilités qu'il peut leur confier et la liberté, parce qu'on entend Emmanuel Macron parler depuis plusieurs années d'un nouvel acte de décentralisation qui n'arrive pas. Et on entend aussi cette préoccupation pour leurs conditions de travail, mais il n'y a rien qui change. Donc attention aux effets d'annonce. On a eu Dominique Faure, donc cette ministre des collectivités territoriales, qui était par exemple au congrès des maires des villes moyennes avant l'été, qui a essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Si vous voulez, ils ont plutôt le rapport avec les maires des grandes métropoles et beaucoup moins avec ces villes moyennes, les villes rurales aussi, qui font beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités et qui se débrouillent avec les moyens du bord. Donc ça serait intéressant, oui, qu'il y ait un rééquilibrage. Ça serait intéressant aussi que Emmanuel Macron sorte du bois justement sur ce nouvel acte de décentralisation qui n'arrive pas, parce que ça va être important et on voit bien que les maires sont un élément clé de tous les rouages de la politique locale, des politiques publiques. On parle beaucoup des services publics, c'est eux aussi qui sont en première ligne. Donc bien sûr que c'est important, mais attention aux effets d'annonce, parce qu'on ne peut pas continuer indéfiniment au fil des mois de dire on va faire ci, on va faire ça. Comme vous l'avez dit, Elliot, pas plus de précision là-dessus. On ne peut pas continuer indéfiniment à avoir ces annonces-là et à jamais passer concrètement aux actes. Elliot Maman, la question aussi qu'on se pose, c'est qu'il a fallu attendre les émeutes
pour que le gouvernement se dise ah peut-être pour les maires il va falloir qu'on agisse et qu'on revalorise leur salaire et leurs conditions de travail. Oui, absolument. Et d'ailleurs, vous rappeliez à l'instant l'expression à portée de baffe. Je crois précisément que finalement les maires, et surtout dans les collectivités les plus rurales, voient une forme de concentration de tous les lieux d'inertie du pouvoir public en France. Je pense notamment à la question d'éducation nationale. On a eu quelques interviews, vous savez, des personnes qui ont agressé physiquement des maires. On a aussi eu des retours de dépositions qu'ils ont pu donner auprès de la justice. Et ce qu'on voit bien tout de même, c'est qu'il y a parfois une incapacité chez certains Français à verbaliser, à mettre en mots leur souffrance politique. Et en effet, le maire est l'élu le plus proche, c'est-à-dire celui qui a apporté le baffe. Normalement, on lui fait remonter nos doléances. Et ben, si on n'arrive pas à les mettre en mots, on passe. Enfin, non, c'est beaucoup trop simple de dire qu'on passe directement à la violence, mais c'est notamment une explication. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que elle dit une revalorisation, Émilie Zapalski. Mais comment est-ce qu'on quantifie un maire fait telle chose, donc doit mériter tel salaire? C'est aussi compliqué sur la forme que doit prendre cette revalorisation. Alors c'est sûr que quand on entend en fonction de son engagement, moi ça m'a rappelé un petit peu le pacte pour les enseignants qui avait annoncé Emmanuel Macron durant 600 jours d'apaisement et d'action. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en gros un enseignant, s'il veut gagner un peu plus, eh ben, il a qu'à travailler un petit peu plus et ça permettra de remplacer les enseignants qui sont absents. Oui, il ne faut pas que ça soit du donnant-donnant, enfin pas que ça soit comme ça de l'échange sur de l'engagement concrètement. Je pense qu'il faut que globalement, ils réfléchissent réellement à la fonction de maire, aux responsabilités et globalement qu'ils puissent rémunérer davantage et mieux ces maires-là. Il y a vraiment un phénomène de découragement du côté des maires qui est accentué. Je crois que ce phénomène, il est toujours perceptible à mi-mandat, donc actuellement. Mais là, il y a une tendance encore plus forte du découragement, des démissions et peut-être moins de gens qui se porteraient volontaires pour être maire. Donc, il faut véritablement prendre conscience de ça. On en a besoin de ces maires. C'est vraiment, encore une fois, des gens qui sont dans la pratique, dans notre quotidien, qui activent beaucoup de choses. Donc, on en a besoin. Je pense que ces maires aussi, ils ont été assez déçus, comme vous le disiez, après les émeutes, parce que finalement, Emmanuel Macron a reçu quelques 200 maires à l'Élysée, dans une sorte de câlinothérapie, mais il n'y a pas eu beaucoup d'actes derrière, il n'y a pas eu beaucoup de preuves d'amour après cette câlinothérapie ou cette thérapie de groupe, et je pense qu'à un moment, encore une fois, il faut des actes, il faut ces preuves d'amour, et pas d'une manière en fonction de l'engagement ou en fonction de quelque chose. Il ne faut pas que ça soit du donnant-donnant, il faut que ça soit véritablement une rémunération. Il me semble qu'il y a une question plus globale globalement d'aménagement du territoire et de conscience qu'il n'y a pas que les métropoles. Il y a des plans, il y a des actions, des programmes comme Action Cœur de Ville qui ciblent les villes moyennes, Petites Villes de demain qui ciblent les petites villes, mais c'est quand même encore des programmes qui ciblent certaines villes, pas toutes, qui les aident au niveau des dépenses parce qu'il n'y a pas véritablement de volonté d'augmenter les ressources de ces villes-là. Il faut peut-être rééquilibrer ça. On a pensé que faire grandir les métropoles, ça permettrait du ruissellement. On se rend compte que c'est pas le cas. En fait, il y a plein d'études qui sortent qui montrent que c'est pas du tout le cas. Donc, il faut peut-être revoir notre façon de penser l'aménagement du territoire. C'est revenu au devant de la scène avec les Gilets jaunes, tout simplement. Et on entend que c'est pas fini, cette petite chanson de dire, bah écoutez, nous, on est loin, on doit travailler. Quand on travaille, on va en voiture. Vous voyez, c'est très lié, je pense, à la rémunération des maires et à leur responsabilité. Et il y a aussi la question, on voit ces maires qui, dans ces périodes de canicule actuellement, qui ont les mains dans la boue, qui font du travail. Je vais vous citer l'exemple d'un maire d'une petite commune qui peut travailler jusqu'à 40 heures par semaine et qui va toucher, selon le baromètre, moins de 2000 euros, alors qu'un conseiller régional en Île-de-France, qui a une charge de travail bien moindre qu'un maire, peut gagner jusqu'à 2600 euros par mois. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, Elliot Maman, un travail de rééquilibrage sur les différents mandats à faire quand on lit ces chiffres ? Oui, peut-être. Maintenant, la difficulté, c'est aussi que précisément un mandat en France ne donne pas droit à un salaire, mais à une indemnité. Une indemnité, exactement. Donc, ça rend les choses beaucoup plus compliquées et ça symbolise aussi le fait que précisément on a une forme de détestation en France du politicien qui fait son métier, qui fait de la politique son métier, et qu'il faudrait peut-être revoir ça et essayer d'interroger ce mépris de la politique qui est un très beau métier, et considérer que la politique peut aussi donner droit à un salaire en bonne et due forme.
Je vais vous parler d'un deuxième grand thème de l'actualité politique de ce samedi, et c'est une polémique de l'été qui n'en finit plus. Le rappeur controversé Medine, invité aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts et des Insoumis, l'artiste est accusé par certains d'avoir eu des propos homophobes ou de faire des appels à la violence. Dernier dérapage en date, il a qualifié l'essayiste Rachel Kahn, juive et petite fille de déportée, de rescanpée. Hier, l'eurodéputée écologiste Karima Delli a déclaré qu'elle ne pouvait pas soutenir et encore moins cautionner l'invitation de Medine aux universités d'été de son parti. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, nous sommes minoritaires au sein de la direction de mon parti, mais je suis convaincue que nous sommes majoritaires au sein du mouvement. Donc, je le dis de manière assez claire, je demande que ce débat soit déprogrammé. Ce sont mes convictions écologistes et de femmes de gauche qui m'amènent à prendre cette position contre cette invitation, parce que nous sommes à un moment de confusionnisme et il est impératif de faire preuve de clarté et de courage. La clarté, c'est de dénoncer les propos antisémites là où ils sont. Et comme dans le tweet de Medine concernant le nom d'une personne dont les parents ont été déportés parce que juifs, je tiens à rappeler qu'en dépit de ses excuses un peu alambiquées, Medine n'a pas supprimé ce tweet. Karima Delli au micro Europe 1 d'Arthur Delaborde. Émilie Zapalski, à quoi joue Europe Écologie Les Verts, en tout cas la direction d'Europe Écologie Les Verts, en s'entêtant à vouloir inviter le rappeur Medine? Moi, je trouve ça très étonnant, mais globalement, franchement, moi, je pense que la NUPES était un bel outil pour essayer de faire avancer des idées de gauche, et finalement, il en ressort très peu de réussite, très peu d'impact au niveau parlementaire, beaucoup de polémiques comme cette nouvelle polémique qui fait une communication complètement contre-productive, puisqu'on parle de ça et on parle absolument pas des thématiques qu'ils vont aborder. Alors oui, de l'antisémitisme, mais d'une façon totalement déplorable. Moi, je reprenais, j'écoutais Karima Delli, femme de gauche, écologiste, elle est claire. Je comprends pas pourquoi, depuis le début de cette polémique, ils n'ont pas décidé de déprogrammer, de passer à autre chose et de passer à d'autres invités. Je pense que là, ils se montrent plus extrémistes que d'autres, que je citerai, que le Rassemblement national, qui se refait encore une belle image avec cette polémique, puisqu'il se montre beaucoup plus raisonnable, beaucoup moins raciste, xénophobe. Je ne comprends pas tellement la stratégie de la France Insoumise et de ELV. Globalement, ils n'ont pas l'air d'être tous d'accord, et je ne comprends pas que la ligne n'ait pas été plus claire sur la déprogrammation. Alors, il y en a une dont la ligne est encore moins claire, c'est Sandrine Rousseau. Elle veut que Medine reconnaisse son tweet antisémite avant d'accepter son invitation, et c'est sa seule condition pour qu'il puisse s'exprimer. Elliot Maman, si je comprends bien, Medine doit reconnaître un tweet antisémite et être antisémite pour pouvoir participer aux universités d'été. Enfin là, on marche sur la tête quand on écoute Sandrine Rousseau. Oui, alors c'est totalement délirant, mais en fait les journées d'été, comme ils disent, d'Europe Écologie Les Verts ont toujours été un laboratoire, d'ailleurs annonciateur de ce qui se passe ensuite dans le parti. Donc j'espère que là, 2023 sera l'exception qui confirme la règle. Par exemple, ça fait une dizaine d'années que Europe Écologie Les Verts, et c'était les premiers à l'époque, écrivent les programmes de leur journée d'été en écriture inclusive. On sait que depuis, l'inclusivité est au centre de la rhétorique de ce parti. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'en effet, Sandrine Rousseau persiste et dit que finalement, faut avouer à moitié pardonner. S'il reconnaît qu'il est antisémite, il pourra venir. Et manifestement, le parti n'a pas envie d'annuler la venue de Medine. Pourtant, en 2020, il y avait une polémique similaire, mais qui avait fait beaucoup moins de bruit parce qu'elle avait été immédiatement gérée par le parti. Pour les mêmes journées d'été, au mois d'août, le parti avait voulu inviter Maboula Soumaoro, qui est une militante décoloniale et proche du Parti des indigènes de la République. Alors juste pour présenter un peu le personnage, elle avait dit dans une conférence en 2019 que dans leur chair, les hommes blancs avaient toujours tort face aux femmes de couleur. Donc c'était tout de même, c'était pas rien, mais c'était à peu près du même acabit que les propos qu'on a avec Medine. Et pourtant, malgré la polémique extrêmement maigre en 2020, le parti avait immédiatement décidé d'annuler la venue de Maboula Soumaoro. Et en l'occurrence, Medine, manifestement, sa venue ne sera pas annulée. Et moi, je pense tout de même, vous parliez à l'instant, Émilie, du Rassemblement national. Je suis en effet surpris, et c'est notamment Elisabeth Lévy qui a dit ça, et je suis entièrement d'accord avec elle, que cet épisode ne constitue pas le point de détail d'Europe Écologie Les Verts. Finalement, de la même manière que Jean-Marie Le Pen et le Front National ont été poursuivis à juste titre, d'ailleurs pendant des décennies avec l'histoire du point de détail, là je pense que le cap franchi par Europe Écologie Les Verts est injustifiable. Et pourtant, on a bien vu, invité hier sur France Inter, que Marine Tondelier n'a pas été accueillie avec une animosité particulière à cet égard-là. Mais ce qu'on se demande, Émilie Zapalski, c'est pourquoi, quand on écoute, là, Elliot Maman vient de le dire, Marine Tondelier qui était invitée de France Inter, mais pourquoi est-ce qu'ils continuent de le défendre? Pourquoi ils ne disent pas, on
annule tout, on s'est trompé, on a fait une erreur. Ils pourraient juste reconnaître leur erreur. Bon, j'ai l'impression que l'idée, c'est de dire on va pouvoir débattre avec quelqu'un qui a pu avoir ces propos-là, mais qui est revenu sur ces termes. On va pouvoir débattre justement de l'antisémitisme. Moi, je trouve que ça ne se soutient pas du tout. C'est complètement foireux. Excusez-moi le terme, mais je pense que c'est à côté de la plaque. C'est quand même assez inquiétant parce qu'on arrive... là, il y a quand même en ligne de mire les européennes, où les écologistes sont assez forts généralement, les municipales. Après la présidentielle, on va avoir l'après-Macron. Il y a quand même un espace globalement qui pourrait naître sur une gauche. Il y a quand même des questions sur l'industrialisation de la France, les services publics, on en parlait tout à l'heure. Il y a quand même des sujets qui sont assez forts, l'hôpital, qui sont assez importants, assez forts, dont pourraient se saisir Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise et globalement la NUPES. Et ils ne sont pas là, ils sont sur des polémiques qui sont pas... C'est important, la laïcité, évidemment que c'est important, mais ils pourraient prendre en main des questions sur l'économie qui sont primordiales en ce moment avec l'inflation qui tourne toujours, l'énergie, l'écologie quand même, c'est aussi des questions d'énergie, et ils continuent à batailler sur ces polémiques en pensant je ne sais pas quoi. Moi, là, ça me fait penser à un parti qui veut pas grandir, quoi, qui reste à une phase adolescente, un peu de provocation, de polémique, et qui ne se sort pas de ça, et moi j'ai bien peur qu'ils ne s'en sortent pas et qu'ils n'arrivent pas à grandir. Elliot Maman. Oui, je pense que c'est aussi le signe de la fin de l'ère des mouvements en politique. Vous savez, il y a une dizaine d'années, on nous expliquait les partis politiques, c'est le vieux monde, etc. Donc très schématiquement, les mouvements, ça structure autour d'une personne, les partis, ça fait coexister plusieurs familles. Et là, avec la déclaration de Karim Adeli, qui est membre d'Europe Écologie Les Verts, on voit bien que le ELV est un parti et non plus un mouvement. Merci Elliot Maman, chroniqueur au Figaro, Figaro Vox, c'est pour Marianne. Et merci Émilie Sapalski, communicante politique et fondatrice de l'agence Émilie Conseil.